Lors de la débâcle de 1940, Roger Manceau et sa famille fuient Sens, où ils habitent. Ils s'installent à Saint-Martin-le-Beau, à quelques kilomètres de Tours, en Indre-et-Loire. Là, Roger Manceau fait traverser le Cher à de nombreux militaires évadés souhaitant gagner la zone libre. En 1943, il reçoit sa convocation pour le service du travail obligatoire, le STO. Refusant de travailler pour l'Allemagne, et sur les conseils de son père résistant, Roger Manceau rejoint Saint-Étienne combattre pour la France libre. Et puis le matin, au petit jour, je suis allé à Feurs, où j'ai rencontré M. Beau par l'intermédiaire du charcutier. J'ai signé un engagement dans l'armée secrète, et puis voilà. Je n'avais pas de mission. Hein? En premier lieu, j'étais planqué. Hein? Je ne voulais pas retourner en Allemagne, mais je me mettais à la disposition de la résistance. Je n'ai pas eu de mission. On m'a emmené chez M. Tissot, Jean Tissot, à Sivins, et je faisais la navette entre Sivins et Percieux-Saint-Paul, chez Abrial. Chez Abrial, Percieux-Saint-Paul. Là aussi, je m'occupais. J'ai jamais eu de mission. Hein, j'ai compris que j'étais en sommeil parce que l'idée que je me suis faite, c'est que je me disais, mon petit gars, tu es en sommeil, c'est pas demain que tu vas participer à quelque chose, parce que tu n'es pas du pays. Hein, tous les autres, les maquis, se connaissaient les uns entre les autres. Quoi. Ceux qui forment les GMO, qui formaient le maquis, ils se retrouvaient même dans la journée, etc. Moi, j'étais pas du coin. Et les gens cherchent, etc. Qu'est-ce que c'est que celui-là et tout. C'est pour ça que c'était instable, c'était pas une ambiance heureuse. Je reconnais que ça n'a pas été une ambiance heureuse. On ne se sent pas à l'aise, on n'est pas chez soi. Point barre, ça veut tout dire. Tout de suite, j'étais embêté, je pensais faire parachutage, non. Ce que Beau, on a fait avec Beau, par contre, on est allé reconnaître des terrains d'atterrissage. Des terrains de parachutage, je dis toujours atterrissage, moi c'est faux, c'est parachutage. Hein? Je restais là, il me dit voilà, ça c'est dans ce cadre-là. Mais pour y retourner après, j'aurais jamais pu. Mais enfin, il n'y allait pas tout seul. Ça sécurisait son épouse. Et quelquefois, même on y allait tous les trois à bicyclette, faire une virée, reconnaître et tout, parce que, comme vous avez vu sur le papier, il y a eu du travail de fait, surtout la dernière année. Hein. Il y avait du boulot de fait. Et puis alors, le coup dur après le débarquement, après le débarquement, c'est le moment jamais où on sert à quelque chose. Là, on peut travailler à ciel ouvert. Hein, on peut travailler tout au moins à découvert, excusez-moi. On peut travailler à découvert. On avait un poids, moi j'ai ressenti le débarquement comme un poids en moins. Enfin, on va pouvoir faire quelque chose. Voilà, ça n'a pas tardé, le 11 juin, le 10 juin, Jean m'appelle, tu viendras ce soir, enfin il me fait passer un message, je rentre, je me suis douté que c'était pour une mission. Ça y est, le pas était franchi, on allait faire quelque chose. Jusqu'à minuit, je suis resté chez lui, j'ai dîné chez lui, je suis resté chez lui. Voilà, puis à minuit, on est partis tous les trois, hein, Madame Beau, Jean et moi-même. Oui, alors la mission était de... On avait deux missions. J'étais chargé des pipes de 200 litres. Madame Beau, direction, comment dirais-je, l'avenue de la Gare, est allée surveiller. Et moi, je surveillais la petite rue en bas par laquelle on était venu. J'étais là au carrefour, on était armés tous les deux pour faire le guet, le temps qu'il charge. Voilà. Et quand le chargement était terminé, moi je suis monté en voiture devant, dans le camion. J'ai un camion à Péronnet, je crois bien. C'était un plateau à Ridel. Ça faisait du bruit, d'ailleurs. Oh, ils ont fait du bruit, hein. On va arriver au quartier. Si les Allemands étaient là, ils seraient dérangés, hein, parce que ça sentait. Et puis, on a dépoté à la ferme Brial, et c'est là que j'ai su qu'il y avait une deuxième mission, parce que je ne le savais pas. Hein, je vous dis que dès le début qu'il y en avait deux, mais en fin de compte, j'ai su qu'il y avait une mission, l'essence. Et quand ça a été fait, Jean a dit, il y en a une autre, on va chercher des armes. Alors il y avait un chargement qui nous attendait où, je ne sais pas, du côté de la mairie, paraît-il.
On a été coiffé avant, on a été coiffé place de l'Éden. Évidemment qu'à 1h30 du matin, en période de couvre-feu, hein, les Allemands, ça pétaradait quand même, ça faisait du bruit. Un camion, il n'était pas silencieux. Hein. Plus on se rapprochait, plus ils étaient sur leur garde. Et quand on est arrivé, il y avait un comité d'accueil, hein, place de l'Éden. En plus de ça, on est allé se nicher dedans. Hein, on était se fourvoyer dedans. Jean nous a dit, surtout ne tirez pas, hein, vous penserez aux otages. C'était vite fait, c'est tout ce qu'il a dit d'ailleurs. Si, dites qu'on vient de cueillir des cerises. Voilà. On a souri, si je puis dire. Mais enfin, puis on a attendu, ils ont fouillé, on a cru qu'on allait partir. Ils n'étaient même pas montés au ridel et tout. Il y avait 3 gars qui étaient devant, et les 3 gars, ils ont parlé, je sais pas quoi, en allemand, etc. Ils sont écartés, et puis on a failli partir, on n'est pas parti. On nous a demandé de descendre du camion, on a descendu du camion, comme ça, puis les bras ballants et tout. Ils ont trouvé les armes qui étaient cachées sous les bâches. Ils ont trouvé les armes dessous, c'était pas la même chanson. D'un seul coup, on s'est retrouvé derrière, les mains ficelées dans le dos, et puis dirigé, vite fait, bien fait, vers le mur, à genoux, etc., les mains sur la tête et tout. Bon, ben, au bout de 30 secondes, 1 minute après, on se dit, ben, au revoir. Hein. On va se retrouver, on ne sait pas, mais au revoir. On s'est dit au revoir, tous les 5. Et ils nous font entrer dans la salle de danse de l'Éden. Et en arrivant dans la salle de danse de l'Éden, qu'est-ce qu'on voit? Des vêtements militaires, ils bivouaquaient, ils se reposaient, il y en a qui dormaient. Et entre autres, les plaques de gendarmerie. Pour moi, on n'a pas été fusillés sur le champ parce qu'on a été arrêtés par des gendarmes allemands. Le 11 juin, le débarquement est là, ça pète de partout. Hein, les francs-tireurs, on les prend, on leur demande pas. Hein. Et s'ils sont là, on les descend et puis l'ennemi, c'est ça. Hein. C'est réciproque d'ailleurs. Dans ma petite tête, je dis, les gendarmes, on ne sera pas fusillés. Et le fait est, ils nous ont emmenés le lendemain à l'aube, aux horreurs, à 3h, 4h du matin. Ils nous ont emmenés où on a su, en passant noir et table, etc., je le dis, c'était la route de Clermont-Ferrand. On va à Clermont-Ferrand, le fait est, ils nous ont dépotés à la ville de la Roya, siège de la Gestapo, à Clermont-Ferrand. Alors là, ils nous ont réveillés. Ça a duré, je ne sais pas combien d'heures. Pendu entre 2 tables, hein, le manche de pioche sous les genoux, et là, les mains ficelées, hein, puis les fesses en l'air, et les reins, les fesses et tout, enfin bref, l'interrogatoire, quoi. Moi, je sais que j'ai vu que j'étais en haut du palier, hein, je me revois descendre l'escalier comme j'ai pu, boulet roulé, puis en bas, j'ai dû m'évanouir tout de suite. Mais je me suis réveillé dans un couloir le soir. Je me suis réveillé le soir dans un couloir de la prison du 92 RI de Clermont-Ferrand. Puis on y est resté une quinzaine de jours. Et après, on nous a emmenés dans une chambre commune où il y avait déjà une vingtaine de prisonniers qui étaient là, de gens arrêtés, de nous, de résistants, qui avaient été arrêtés, qui étaient là. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de communication entre nous. On ne connaissait personne, eux ne nous connaissaient pas. Et puis, une certaine méfiance réciproque. Il y avait peut-être parmi nous, il y avait peut-être des espions, hein, des faux résistants. Comme ça, je dis tout haut, oh, ben maintenant, on ne sera peut-être pas fusillés. Ça me semblait gros. Il y a une voix derrière moi qui me dit détrompe-toi, hein, parce que de temps en temps, on vient en chercher. C'était pas heureux. Et fêté. Le fêté, on y a été un certain temps, 3 ou 4 jours après, on est venu chercher Jean-Pierre. Alors, il y a eu un grand silence. On était une trentaine dans la chambre. Hein. Il y a eu un grand silence. Jean-Pierre s'est levé, puis on lui a mis les menottes, et puis les
Et, comment dirais-je, les sentinelles l'ont emmené. Et puis, courage Jean-Pierre, d'un seul coup, courage Jean-Pierre. Ouais, on les aura, mais courage, on les aura. Et puis, ils sont allés aux fenêtres, qui étaient en haut, les barreaux, et ils se sont mis à chanter « Ce n'est qu'un au revoir, mon frère ». Nous aussi, on a suivi derrière, bien sûr. De temps en temps, ils les piquaient des gens pour les fusiller, parce qu'on n'a jamais revu Jean-Pierre. De la prison de Clermont-Ferrand, les 5 résistants forésiens sont envoyés dans la caserne de Compiègne-Royal-Lieu. Près de 45 000 personnes sont internées dans ce camp de détention de police allemand. Le 28 juillet 1944, les résistants forésiens sont entassés dans un wagon à bestiaux avec une centaine de prisonniers. Ce convoi ferroviaire conduit 1648 hommes au camp de concentration de Neuengamme, où ils arrivent le 31 juillet. Voilà, quand ils arrivaient à Neuengamme, alors après, c'était l'hallelujah. Les chiens hurlaient, gueulaient, ils étaient muselés, mais pas tous. Il y en a qui ils avaient arraché les muselières. Les vieux, disons les vieux, j'en suis un maintenant. Ils ne peuvent pas sauter du train, ils se laissent tomber. Derrière, ça pousse parce que les chiens sont rentrés par l'autre porte d'en face. Ils ont ouvert la porte pour faire monter les chiens. Ça hurle, ça aboie et tout, les gens sont à fond là. Les premiers, on les écrase. Hein. La sortie du train, c'était pas heureux. Là, on a compris qu'on était moins que rien. On nous l'a dit après, vous n'êtes rien, un bras de paille, on écrase, une mouche, on écrase. On était embauchés dès le lendemain dans une glacière. Alors à la glacière, il ne fallait pas perdre des chaussures, etc. Parce que la ration, la pénitence, 25 coups de schlag. Quand vous les avez reçus une fois, vous ne tenez pas à l'avoir 2 fois. Ça tue un bonhomme. Hein. La schlag, c'était un câble qui était un peu plus gros que le pouce quand même, cerclé de caoutchouc, c'est un câble électrique. Voilà, le câble par lui-même était gros comme le doigt, plus le caoutchouc autour. Hein, ça faisait 1 mètre, 1,20 m de long. Hein, et quand vous en recevez, ça vous, par le dos, hein, ça vous passait dans le dos, puis ça venait finir là, sur les côtes. Voilà, 25 coups comme ça, vous êtes lessivé. Hein. Alors les ordres étaient donnés à la schlag, puisqu'on ne comprenait pas. Il y avait au moins 20 langues à Neuengamme. Et tout de suite, on va chercher de quoi faire un poste. On a cherché, si on ne trouvait pas des postes, puis à force de chercher, on a trouvé. Et au mois de fin janvier, début février, on écoutait les Anglais en camp de concentration. On est chialé. C'est pas croyable. Enfin, on n'est plus seul. Alors, voilà. On avait la corde au-dessus de la tête qui nous attendait. Hein. C'est grâce à Beau si on a écouté la radio. Et là, je le cite parce que il a fait quelque chose de bien et de formidable avant de partir. Quoi. Ça ne concernait que Beau et moi. Tous les 3 autres étaient déjà partis dans différents commandos. On était restés que tous les 2. Jean a dit « Reste avec moi, on a le temps, on partira les derniers ». Et je suis resté avec, c'est pour ça que je suis resté avec Jean. On est allé à un autre camp qui, toujours de Brême, à Riespot. Ça a été bombardé. À la suite de ça, le 6 avril, ils ont reçu l'ordre d'évacuer. On a embarqué dans un train qui était en garage à la fonderie. On allait dans une direction, on revenait, on allait dans une autre, on revenait. Toutes les voies de communication étaient coupées. On a été bombardé, pris en enfilade par un bombardier dans la nuit du 1er au 2e jour. On s'est arrêté le 2e jour pour enterrer les morts. Ceux qui étaient morts du bombardement, de la fusillade, et ceux qui étaient morts déjà, qui étaient morts de faim. Et puis on est arrivé le 13 avril à Saint-Bostel, autrement dit, on a mis 6 jours pour y aller, 7 jours. 7 jours pour y aller. Il n'y avait plus de morts que de vivants. Hein. Alors c'est là où, faute de manger et tout, les cadavres ont été dépecés, ont été bouffés, etc.
Parce que on a été jusqu'à 11 000 déportés au stalag d'Isbé. Ça arrivait tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Puis il est arrivé un train où il y avait le typhus, il y avait tout ce qu'on voulait dedans. On a été délivrés le 28-29, mais ils ont fait une entrée quand ils ont vu le dégât qu'il y avait dans le camp, le tas de cadavres, etc. On n'a pas eu besoin de dépeindre. Ils ont passé le camp en interdisant à la troupe d'entrer dans le camp. Ils sont revenus le 2 août, le 2 mai. Ils sont revenus, ils ont eu le temps de monter, on a eu vite fait un hôpital de campagne. Si on est sorti à peu près 2000 survivants, c'est tout. Tout le reste était en tas au milieu de la cour, et pour certains à moitié mangés, bouffer les cuisses, le cœur, le foie, on l'a su ce qu'ils mangeaient. Voilà. Voilà. Quand le camp a été dépassé par la troupe et la bataille, hein, en moins de 2, il n'y avait plus de barbelés, il n'y avait plus rien, tout était couché. Voilà. Et qu'est-ce qui courait dans les camps? C'était dans les terres, ou devant des fermes qu'il pouvait y avoir au loin, c'était des déportés. Des déportés, je ne sais pas où ils prenaient leur force, mais qui couraient pour les bouffer. Et ils en ont ramené. Ils ramenaient des vélos avec 3 poules d'un côté, 2 canards de l'autre, etc. Ils poussaient devant eux des cochons. Hein, ils sont arrivés dans le camp comme ça. Hein. Une heure après, il y avait des méchouis partout. Hein, on cuisait, ça sentait bon, etc. Ils s'en sont empiffrés. Ils ont mangé, ils en sont morts. Ils en sont morts. D'avoir trop mangé. Le lendemain, ils étaient comme ça, ils râlaient par terre. On était, oui, hébétés, c'est ça ce que je voulais dire, dans un état d'hébétude tel qu'on vivait le moment. On vivait le moment. On ne pensait pas à ce qu'on avait vécu, et pas du tout. C'était la libération, bah c'était la libération. Ça aurait dû être. Non. Non. Non, non. Nous étions à moitié éteints. Hein, on avait, pour beaucoup, on avait déjà un pied de l'autre côté. Hein. On était amorphes, quoi. Vidés de tout, même de réfléchir. C'était bizarre comme comportement. On ne faisait rien. C'était difficile de faire le pas pour quitter ce monde-là. Il était à nous, il était dans nous. Alors, c'est inimaginable et c'est difficilement définissable. C'est difficilement définissable. Anéanti. N'oublions jamais.